Alors que je me prélassais sur le tapis moelleux de la suite principale, le monde autour de moi se dissolvait dans un flou brumeux. L'épuisement était un euphémisme pour l'état dans lequel je me trouvais. Jusqu'à il y a quelques jours à peine, je n'aurais jamais pu imaginer me retrouver ici, à cet instant, à faire ce que j'étais sur le point de faire. En me redressant en position assise, je pouvais sentir la texture luxueuse du tapis persan sous mes paumes moites. Cassandra et moi avions investi une petite fortune il y a quelques années pour meubler notre chambre avec les plus belles pièces. Le tapis vantait un sous-tapis de qualité supérieure et était tissé à la main à partir de la laine de Nouvelle-Zélande la plus exquise. C'était dommage qu'il soit bientôt irrémédiablement ruiné. Je fermais brièvement mes yeux fatigués et secouais légèrement la tête pour tenter de dissiper le brouillard dense qui s'était installé dans mon esprit. Que diable suis-je en train de faire ? Me demandai-je. Je vaux mieux que ça, tentai-je de me convaincre. En rouvrant les yeux, ils se posèrent sur le grand lit à baldaquin en acajou avec son cadre sculpté orné. La fois suivante que je clignai des yeux, une vision spectrale de Cassandra se matérialisa devant moi. Je frissonnai, réalisant qu'une telle scène ne se reproduirait plus en réalité. Les événements avaient complètement dérapé. Je portais mes mains à mon visage, un sourire maniaque se dessinant sur mes traits alors que le sang chaud et humide se répandait de mes mains sur ma peau. En baissant mes mains le long de mon corps, je continuais à profaner le précieux tapis avec les fluides vitaux qui s'écoulaient de moi. La pièce tournait, mais mon regard fut attiré par la lueur ambrée d'une bouteille à moitié vide de whisky Single Malt Macallan 25 ans reposant sur le lit à côté d'un flacon de pilules vides. Dans ma hâte de prendre les pilules avec le whisky fumé, j'avais omis de remettre le bouchon sur la bouteille. L'arôme enivrant du whisky vieilli emplissait désormais l'air. Je laissai échapper un rire amer et haussai les épaules avec résignation, mais une pensée paniquée transperça soudain mon esprit confus. Les lettres. Je tournai vivement la tête et fus soulagé de les voir toujours là, les enveloppes adressées chacune de ma propre écriture à peine lisible. Elles étaient posées sur la table de nuit, non éparpillées sur le lit comme je l'avais cru à tort quelques instants plus tôt, où la bouteille ouverte aurait pu les détruire. Il y avait toujours le risque que la mauvaise personne découvre mes dernières correspondances, mais je chassai rapidement cette idée. La dernière partie rationnelle de mon cerveau comprenait que je ne serais plus là pour m'en soucier, alors qu'importait ? Une quinte de toux secoua mon corps et je sentis la bile monter dans ma gorge. Vomir était peu attrayant, alors je réprimai l'envie. À quoi bon ? Alors que mes paupières se fermaient une fois de plus, je me demandais pourquoi les événements devaient se dérouler ainsi. Pourquoi avais-je été poussé à un acte aussi désespéré ? Certes, il y avait des personnes qui me manqueraient, bien que je doutais qu'elles ressentent la même chose à mon égard. Bien sûr, mon unique enfant me mépriserait pour avoir quitté ce monde de cette manière, mais j'étais convaincu qu'elle me détestait déjà, m'ayant rejeté avec dégoût la semaine dernière. Je ne pouvais tout simplement plus supporter l'angoisse. Je ne désirais plus ressentir cette douleur. Même maintenant, alors que les fluides vitaux circulaient à travers le réseau complexe de veines et d'artères continuaient de se vider de moi, ruinant le tapis, la tristesse et le tourment persistaient. Il y a une semaine, l'homme que j'étais aurait étranglé mon moi futur pour seulement envisager un tel acte. L'homme que j'étais alors n'aurait pas eu recours à de telles extrémités. Mais je n'étais plus cet homme. J'étais brisé, indésirable, méprisé. Je ne voyais pas d'autre solution que de leur donner exactement ce qu'ils voulaient. J'ai fermé les yeux en grimaçant à cause de la douleur lancinante dans mes poignets, mais grâce aux pilules et à l'alcool, elle s'était atténuée en un battement supportable plutôt qu'une douleur aiguë et débilitante. Alors que je dérivais vers un sommeil éternel, ma vie ne défilait pas devant mes yeux. Il n'y avait ni tunnel lumineux accueillant ni escalier cramoisi menaçant caché dans les ténèbres envahissantes. J'étais légèrement surpris par cela. J'attendais quelque chose. Non, ce n'était pas tout à fait exact, car je savais avec certitude que j'étais à quelques instants de la fin. Au lieu de cela, je ressentais un sentiment de terreur imminente. La lutte de mes synapses pour former des pensées cohérentes touchait à sa fin. Mon cerveau se battait pour s'accrocher à la vie, même si je ne pouvais plus arrêter la marche inexorable vers l'oubli. Je me sentais maintenant ridicule. Je voulais survivre. Avec ma dernière once de force, j'ai essayé de bouger,
de faire face à ma propre stupidité, mais je me suis senti m'effondrer au sol, impuissant, alors que les ténèbres m'engloutissaient enfin. Une semaine plus tôt, je riais joyeusement, faisant tournoyer ma fille Ariana autour de notre vaste domaine de banlieue à la périphérie de Melbourne, en Australie. À 19 ans, hier soir, son fiancé de longue date, Liam, lui avait demandé sa main. Je savais bien sûr que cela allait arriver. Il m'avait cherché en privé pour me demander ma bénédiction, que j'avais accordée sans hésitation. Ariana et Liam étaient en couple depuis leur adolescence à l'école secondaire. Je pouvais compter sur une main le nombre de week-ends qu'ils avaient passés séparés depuis le début de leur relation. Ariana avait partagé la nouvelle de la demande en mariage avec ma femme Cassandra et moi. Liam l'avait envoyée dans une chasse au trésor élaborée, l'emmenant dans des endroits significatifs à travers la ville, se terminant par lui mettant un genou à terre sous un majestueux figuier dans les jardins botaniques royaux. Je l'avais embrassée et fait tournoyer comme si elle avait 5 ans à nouveau quand il nous l'avait dit le lendemain dans la cuisine. J'étais ravi pour eux. Bien que jeune, je savais que leur amour était vrai et durable. Si un couple de jeunes de nos jours avait la force de tenir, je croyais que c'était ces deux-là. J'ai pris à nouveau la main de ma fille, rayonnant en admirant la bague de fiançailles scintillante à son doigt. Elle est magnifique, Harry, ai-je dit, puis j'ai regardé Liam. Tu as bien choisi, mon garçon. Ma femme Cassandra a éclaté de rire d'où elle était assise de l'autre côté de l'îlot de cuisine en marbre expansif. À 42 ans, Cassandra était toujours une femme éblouissante à mes yeux. Une brune aux cheveux châtains, aux yeux noisettes et au teint hâlé que beaucoup de femmes envieraient. Nous nous sommes tous retournés quand elle a émis un rire méprisant en réponse à mon compliment. « C'est à moi que tu dois dire merci », déclara ma femme en levant son verre de Sauvignon blanc. « Tu as peut-être donné ta bénédiction, mais c'est moi qui ai aidé Liam à le choisir. » J'étais surpris et j'ai remarqué que le visage de Liam rougissait profondément. Maman s'était déplacée, réprimanda Ariana, puis se tourna vers son fiancé. « C'est parfait, mon amour. Je l'adore, et je sais que c'est toi qui as fait le choix final. » Rien de plus ne fut dit sur le sujet, mais je dois admettre que la remarque de Cassandra m'a troublé. En toutes ces années passées ensemble, je n'avais jamais connu ma femme prononcer quelque chose d'aussi discourtois et déplacé pour embarrasser tout le monde présent. Cependant, après réflexion, je devais concéder que le comportement de Cassandra avait été quelque peu étrange ces derniers mois. Je ne pouvais pas préciser quelque chose de spécifique à cet instant, mais il y avait eu de petites choses, des commentaires et des actions qui ne correspondaient pas à la femme au cœur généreux que je connaissais, qui avait imprégné la femme qui venait de nous humilier. Le dîner fut une affaire de célébration et nous avons continué à trinquer aux futurs mariés. Finalement, Ariana et Liam sont partis après le dessert de mon crumble aux pommes fait maison, accompagné de crème anglaise à la vanille que j'avais préparée la veille. Ils partageaient un charmant appartement d'une chambre qu'ils louaient avec notre aide tout en terminant leurs études universitaires et en lançant leur carrière. Je me suis abstenu de mentionner quoi que ce soit cette nuit-là une fois que Cassandra et moi sommes allés nous coucher, mais je dois avouer que ce commentaire inapproprié ne m'a jamais vraiment quitté l'esprit. Le dimanche matin, Cassandra et moi nous sommes réveillés tranquillement, ne prêtant pas beaucoup d'attention aux événements de la veille. Nous avons commencé à faire l'amour, quand soudain elle s'est détachée et est simplement partie à la salle de bain attenante, me laissant insatisfait. J'étais abasourdi. « Cass ?» ai-je appelé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa réponse est sortie de la salle de bain, teintée d'agacement. « J'ai fini. Tu as besoin de quelque chose d'autre ?» J'étais stupéfait. « Pour moi ?» ai-je demandé. Une longue minute s'est écoulée avant que j'entende sa réponse. « Je suis déjà en train de ranger. » Il m'a fallu une bonne demi-heure pour reprendre mes esprits, tellement j'étais choqué. En toutes ces années que je connaissais Cassandra, elle ne m'avait jamais traité avec un tel manque de respect flagrant comme ce matin-là. J'étais totalement perdu quant à ce qui se passait avec ma femme. Je me suis douché et quand je suis entré dans la cuisine, Cassandra était déjà partie. Un mot sur le comptoir indiquait simplement qu'elle était sortie. Soudain, j'étais furieux. En toutes ces années que je connaissais Cassandra, elle n'avait jamais été aussi irrespectueuse envers moi que ce matin-là. Je ne savais pas ce qui se passait avec ma femme.
Je me suis fait un café et je n'arrêtais pas de revenir à la même pensée. Me trompe-t-elle? Je finissais mon café, réfléchissant à cette question, quand j'ai reçu un appel de Nathaniel, l'un de mes amis les plus proches. Salut Sébastien, quoi de neuf? Il pépia. J'ai répondu avec rien de plus que le salut habituel. Seb, mon pote, quoi de neuf? Quelque chose cloche ici, dit Nathaniel. J'ai passé les 10 prochaines minutes à expliquer mes pensées à Nathaniel. Nathaniel a ri de moi. Mon pote, si elle te trompe, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Le divorce est à 50 et elle est sans emploi, donc elle va te ruiner, a-t-il dit. Ça n'aidera pas, ai-je répondu, un peu agacé par son attitude. Je n'essayais pas. J'essayais d'être réaliste, dit un Nathaniel très peu sympathique. Écoute, pourquoi ne nous asseyons-nous pas pour en parler demain au travail? Nous devons rendre un rapport sur le projet Belmont. Nous pourrons discuter après. Ça me va, ai-je répondu sans beaucoup d'enthousiasme. Nathaniel n'était pas seulement un bon ami à moi, mais nous travaillions également pour la même entreprise. J'étais l'ingénieur principal et il était le chef de programme. Au fil des ans, nous avions formé une bonne équipe. Je créais les solutions et il gérait les fonds et le planning. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à passer le dimanche. Cassandra est rentrée à la maison, mais il était presque minuit quand elle est arrivée au lit. Elle n'a rien dit, même si elle savait que j'étais réveillé. Le lendemain, Cassandra a essayé d'être gentille. Ça n'arrivera pas, Cass, ai-je dit en sortant du lit. Tu dis non? A-t-elle répondu, me regardant incrédule. Je l'ai fixé, puis j'ai commencé à enfiler mon costume pour la journée. Je ne te toucherai pas après ton manque de respect envers moi le week-end dernier. Je te jure, si tu me trompes. J'ai blêmi, ne sachant pas comment finir ma pensée. Tu vas faire quoi exactement, Sébastien Blackwood? Un léger rire est apparu sur son visage lorsqu'elle a prononcé mon nom complet. Il s'est adouci un peu, mais n'a pas complètement disparu. Écoute, reviens au lit. J'ai besoin de me libérer et je suis sûr que tu peux y arriver. Elle a essayé de me convaincre. J'ai secoué la tête. Qui est cette femme? Bon sang. Non, tu ne peux pas, Cass. Je ne pense pas que tu te rendes compte du mépris absolu que tu me montres. Eh bien, va te faire voir, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête et quitté la pièce. Pour la première fois en 21 ans de mariage, j'étais dégoûté par ma femme. Au bureau ce matin-là, j'étais tout retourné. Mon assistante Evelyne m'a regardé avec inquiétude. Sébastien, ça va? Tu as l'air perturbé, dit-elle avec une préoccupation marquée sur le front. Evelyne Sinclair était mon assistante au travail depuis une décennie. Elle aimait plaisanter en disant qu'elle avait été embauchée par Charité quand elle racontait l'histoire. Quand Evelyne a rejoint la société, elle venait de fuir une relation abusive. Après avoir fui son appartement partagé, Evelyne s'était présentée à son entretien d'embauche avec un œil au beurre noir, désespérée de décrocher le poste d'assistante de direction. Mis à part l'œil au beurre noir lors de l'entretien, qui a rapidement disparu, Evelyne était extrêmement qualifiée pour le poste. Elle s'habillait avec une élégance discrète, mais il était impossible de cacher le fait qu'elle était époustouflante en termes de beauté. Evelyne possédait un intellect vif et saisissait rapidement les subtilités de presque tout ce que nous faisions. Elle avait un esprit vif et tranchant en prime. Le propriétaire de l'entreprise l'avait embauchée mais l'avait affectée à moi, supposant qu'Evelyne manquerait d'acuité mentale pour suivre mon rythme sur les projets. J'admirais énormément Evelyne, car elle se souciait sincèrement de chacun dans son entourage et respectait un code moral intransigeant. Elle était chaleureuse et amicale avec tous, jusqu'à ce qu'on la trahisse, alors vous étiez mort à ses yeux. Des individus avaient été licenciés de l'entreprise pour l'avoir doublement trahie ou pour avoir pensé qu'elle n'était qu'un joli visage sans profondeur. Ils avaient vite compris que sa colère n'était pas à prendre à la légère. Je regardais Evelyne, hésitant sur ce que je devais révéler concernant la situation avec Cassandra. Finalement, j'ai soupiré et lui ai dit la vérité sans phare. Le front d'Evelyne se plissa quelques instants pendant le récit, mais à la fin, une rougeur en colère avait envahi son cou élancé. Après m'être confié, j'ai baissé la tête,
quelque peu déprimé par la probabilité que ma femme me soit infidèle. Je ne sais pas quoi faire, Evelyne. Si elle me trompe, je ne l'ai jamais vue venir, dis-je d'un air abattu. Soudain, j'ai senti la main délicate d'Evelyne sur mon épaule. En toutes ces années passées à travailler ensemble, je pouvais compter sur les doigts de ma main les moments de contact physique entre nous. J'ai relevé les yeux pour rencontrer son regard compatissant. « Eh bien, commença Evelyne, d'abord, tu dois te concentrer sur la réunion concernant le projet Belmont. Je viens de recevoir l'ordre du jour il y a quelques minutes et des questions ont été soulevées concernant les tuyaux et le béton utilisés dans la construction. Je me suis senti revenir à l'instant présent. Quoi? Pourquoi est-ce la première fois que j'entends parler de ça? Nathaniel n'a rien mentionné, ai-je répondu, les rouages de mon esprit commençant à tourner, réfléchissant à l'intégrité structurelle, aux plans architecturaux, aux quantités que j'avais calculées. Evelyne semblait préoccupée. Je ne sais pas pourquoi rien n'a été dit, Sébastien. Je viens à peine de prendre connaissance de l'ordre du jour et cela. Le reste de sa phrase s'est éteint dans l'inquiétude. Quelques instants plus tard, avant que nous ayons eu le temps de réfléchir davantage, Nathaniel a fait irruption dans mon bureau. « Prêt, mon pote ?» demanda-t-il en me lançant un sourire. « Nat, qu'est-ce que c'est que cette histoire de problème avec les tuyaux et le béton sur le projet Belmont ?» ai-je demandé à voix basse, essayant de me préparer mentalement pour la réunion imminente. Il a balayé la question d'un geste de la main. « Pas de souci, on va régler ça tout de suite. Nathaniel, tu sais que j'apprécierais d'être informé de ces questions avant de rencontrer un client, ai-je dit avec insistance. C'est bon, mon pote, on va arranger ça, a répondu Nathaniel d'un ton désinvolte. La réunion était une embuscade. Nous sommes entrés et les propriétaires de Belmont étaient déjà assis. Je les avais rencontrés à plusieurs reprises et ils avaient toujours été affables. Cependant, alors que j'expliquais comment notre entreprise progressait, leurs expressions se sont assombries, leurs froncements de sourcils s'accentuant à chaque mot que je prononçais. Et les dépassements sur le béton et les tuyaux dans le cadran nord-est? A demandé Peter, l'actionnaire majoritaire et PDG. J'ai regardé Nathaniel. Il a haussé les épaules, ne disant rien. Tous les regards étaient braqués sur moi. Je vais devoir vérifier car je n'ai pas été informé de quelconque dépassement. Cependant, selon les chiffres de la semaine dernière, tout se situait dans les paramètres normaux. Les rides froncées sur le visage de Peter devinrent plus prononcées. Cela ne peut pas être. Vous pouvez expliquer pourquoi j'ai signé des formulaires de réquisition pour plus de 200 000 $ pour du béton et des tuyaux supplémentaires au cours des 3 derniers mois? Peter dit, me transperçant du regard. Je restais bouche bée, ne sachant que dire. Je regardais de nouveau Nathaniel, son expression indéchiffrable, mais il sortit un dossier et se leva. Messieurs, si vous nous permettez de jeter un œil à cela, je suis certain que nous pourrons régler ce problème. Il jeta un coup d'œil dans ma direction. Seb, allons faire un tour dehors pour éclaircir tout ça. Je suivis Nathaniel à travers le couloir jusqu'à une autre salle de conférence où notre patron Harrison nous attendait. Alors, qu'ont-ils dit? Demanda Harrison alors que nous prenions place. Nathaniel prit la parole avant que je puisse dire un mot. Il remit le dossier à Harrison. Ils ont demandé des explications sur les matériaux manquants comme nous l'avions anticipé, répondit Nathaniel. Harrison tourna son regard vers moi, et pour la première fois en toutes ces années à travailler sous ses ordres, je vis de la colère dirigée vers moi brûler dans ses yeux. Vous pouvez expliquer, Sébastien? L'homme plus âgé me cracha presque. J'étais pris au dépourvu par l'intensité de son ton et l'hostilité qui émanait de lui. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. On m'a remis des rapports la semaine dernière indiquant que tout était sur la bonne voie. Aucun surplus de matériaux n'était nécessaire, et je suis complètement dans le noir concernant ces réquisitions signées. Je ne les ai certainement pas approuvées, répondis-je à mon supérieur clairement irrité, sentant que la situation était en train de dégénérer. Il me regarda avec scepticisme pendant un long moment avant d'ouvrir le dossier remis par Nathaniel. « Donc c'est l'histoire à laquelle vous vous accrochez ?» dit Harrison d'un ton tranchant. « Monsieur ?» questionnai-je. Puis je regardai Nathaniel. Son expression était grave. « Sébastien,
J'ai ici des réquisitions totalisant 206 000 $, continua Harrison. Ce qui me dérange, c'est que les paiements ont été effectués sur un compte bancaire qui se trouve être au nom de votre personne. Honnêtement, Sébastien, c'est ainsi que vous me remerciez après toutes ces années? Harrison me criait presque dessus à présent. La réunion a dégénéré à partir de là. Harrison et Nathaniel m'ont tour à tour accusé de malversation présumée. Aucun des deux ne voulait entendre mes protestations d'innocence. Ils ont ensuite fait venir un représentant des ressources humaines, et j'ai été licencié sur le champ pour fraude. Harrison m'a informé qu'il allait transmettre l'affaire aux autorités, et pour ajouter l'insulte à l'injure, Evelyn serait également licenciée, car elle devait être complice de tout cela, travaillant dans une proximité si étroite avec moi. Alors que je me faisais escorter hors du bâtiment avec une petite boîte contenant mes effets personnels, j'ai surpris Nathaniel en train de sourire, pensant que je ne le voyais pas. J'ai retrouvé Evelyn sur le parking devant, la sécurité veillant au cas où nous tenterions de réintégrer les lieux. Elle semblait sous le choc, mais des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se tenait à côté de sa voiture. « Evelyn, ça va ?» ai-je demandé, et elle s'est retournée vers moi. « Espèce de salaud, Sébastien. 200 000 $ de fraude? Comment as-tu pu? Je te faisais confiance et tu m'as coûté mon travail », a crié la femme bouleversée. « Evelyn, ce n'était pas moi », ai-je plaidé. « Ce n'était pas toi ?» Elle a marqué une pause, une moue déformant ses traits charmants. Avant qu'il ne me jette dehors, Nathaniel m'a montré les réquisitions signées. « J'ai vu ta signature, et je la connais bien. » Elle me fixa intensément. « Comment as-tu pu ?» La haine dans ses yeux était dirigée uniquement vers moi. Elle n'avait aucun intérêt à entendre que je n'avais rien à voir là-dedans. Et je suppose que ce conte émouvant sur Cassandra était aussi un mensonge quand j'ai dit qu'elle te trompait. Honnêtement, tu crois que je ne remarque pas la façon dont tu me regardes quand tu penses que je ne fais pas attention? Encore une fois, l'expression de pure et totale fureur m'a pris au dépourvu venant de la femme avec qui j'avais travaillé pendant 10 ans. « Je te méprise », cracha-t-elle. « Tu as anéanti tout espoir que j'avais de décrocher un nouveau poste. Je ne peux honnêtement pas croire que j'ai été assez stupide pour avoir de la compassion pour toi. Tu mens, tu triches, tu voles, et ensuite tu as l'audace de demander comment je vais? Reste loin de moi, Sébastien. » En toutes ces années passées ensemble, je ne l'avais jamais entendu proférer une grossièreté. Entendant à nouveau ces paroles, j'étais abasourdi. Mais avant que je puisse dire ou faire quoi que ce soit, elle m'a giflé. « Fort. Tu as ruiné ma carrière, je ne peux pas obtenir de recommandations, et pire, je suis entaché par ta duplicité. J'espère que ça en valait la peine, espèce d'enfoiré. » Je suis resté là, stupéfait, ma joue brûlant de sa gifle plutôt violente. Evelyn m'a lancé un regard furieux un instant de plus avant de monter dans sa voiture et de partir à toute vitesse sans dire un mot de plus. Ne sachant que faire d'autre, je suis rentré chez moi et me suis garé dans l'allée. À l'intérieur, Cassandra m'attendait. Alors le mari infidèle revient la queue entre les jambes. « Pathétique », cracha-t-elle. Je n'ai pas réalisé sur le moment, mais dans les jours qui ont suivi, j'ai compris que Cassandra semblait joyeuse, pas contrariée ou préoccupée, mais carrément ravie. Que diable se passait-il? Cass, je n'ai rien fait de tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe, ai-je dit, me sentant abattu, perplexe et au bord de la rupture. Elle a souri en coin. Quelle importance, Seb. Je te dis tout de suite que je quitte ton foutu cul. Un tel mépris, je ne l'avais jamais vu auparavant. Enfin, sauf pour celui sur le visage d'Evelyn un peu plus tôt. Il y a eu un coup à la porte. « C'est pour toi, » dit-elle, toujours en me regardant avec dédain. Sans hésiter, j'ai ouvert la porte à un homme en costume. « Monsieur Sébastien Blackwood ?» a-t-il demandé. J'ai acquiescé. « Vous êtes assigné à comparaître. » Il m'a tendu une épaisse enveloppe et est parti. J'ai regardé dans l'enveloppe et en est sorti une demande de divorce. « Cass, le divorce ?» ai-je dit, sentant mon monde se fissurer un peu plus. Cassandra, sentant ma misère grandissante, a ri de mon tourment. « Tu es vraiment un imbécile inconscient, n'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est le divorce. Au cas où cela t'aurait échappé,
Je vois un autre homme depuis 6 mois. Il m'emmène dans des endroits où tu ne m'emmènes pas, il est intéressant, et bien sûr il a une belle somme d'argent. Elle jeta un regard furtif dans ma direction, et il y avait une lueur sadique de plaisir dans ses yeux. Je remarquais de plus en plus ce regard au cours des derniers mois. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi je le voyais seulement maintenant. Tu es pathétique, Sébastien. Mon nouvel homme n'est peut-être pas aussi riche, mais il me fait vivre des choses que tu n'as jamais faites. Donc voilà, tu admets que tu n'es rien d'autre qu'une prostituée? Une trompeuse? Dis-je, la colère commençant à percer dans ma voix. Alors hier et aujourd'hui, c'était juste pour ton propre amusement et tu te fichais éperdument de moi? Cassandra rit. Oui, c'était tout pour moi. Je le méritais. N'as-tu pas réalisé que tout était toujours juste pour moi? Elle me fixa, et pendant une fraction de seconde, je crus voir une lueur de tristesse dans ses yeux. Le regard passa, et la méchanceté hautaine réapparut. Mais c'est fini pour toi, Sébastien, et je passe à autre chose. Cassandra se pencha plus près de moi alors que mon monde continuait de se désagréger. Regarde Seb, facilite-moi les choses. Je demande la maison et la majeure partie des biens, vu que tu seras en prison. Alors signe simplement les papiers. Je serai généreuse et te laisserai une semaine pour faire tes bagages et partir. Mais d'ici la semaine prochaine, sois parti de cette maison où j'ajouterai une ordonnance restrictive à tout le reste. Donc tu vas cohabiter avec ton amant alors? Demandai-je, sentant le poids de ce qui se passait. Trahi par mon ancien lieu de travail et maintenant par ma propre femme. Elle rit de nouveau. Bien sûr, son appartement est beaucoup plus petit, c'est pourquoi nous louerons cet endroit une fois que tu seras derrière les barreaux. Mais ne pense même pas à me harceler, sinon j'appellerai la police et te ferai arrêter pour harcèlement en plus de tout le reste que tu affrontes. Ne te complique pas la vie. Je tirai une chaise et m'effondrai dedans, dévastée et rejetée. Cassandra fit quelques pas vers moi. Puis elle remarqua l'empreinte rouge brillante qu'Evelyne avait laissée plus tôt. Elle regarda ma joue rougie et sourit. Eh bien, au moins cette garce s'est aussi fait virer. Va crever dans un caniveau, Sébastien. Et sur cette dernière pique, Cassandra sortit. Je ne fis rien le reste de la journée, je ne bus même pas un verre. Le lendemain, j'étais tout aussi perdu quant à ce que je devais faire. J'attendais quelque chose. J'essayais d'appeler Ariana, mais ça sonnait toujours occupé. Après environ la 20e sonnerie, elle décrocha. « Qu'est-ce que tu veux ?» dit la voix dure de ma fille. « Harry, commençai-je à dire. « Garde tes excuses, papa » me coupa Ariana. Son ton était cinglant, presque sarcastique. « Maman m'a tout raconté sur ton infidélité, sur tes mensonges, sur ta liaison avec ton assistante. Honnêtement, tromper maman et détourner 200 000 $. Tu as détruit tant de vies et je peux honnêtement dire que je n'ai jamais été aussi déçu par qui que ce soit de toute ma vie. » Je ne savais pas quoi répondre. Pendant un instant, rien ne passa entre nous. Mais juste au moment où j'allais reprendre mon souffle et me défendre, Ariana me coupa de nouveau la parole. « Écoute, je vais être claire, » déclara Ariana avec véhémence au téléphone. « Liam et moi ne voulons rien avoir à faire avec toi. Tu étais aux infos hier soir, la police te soupçonne, et puis maman m'a tout raconté. Pourri en prison, papa. Fais ton temps et reste loin de nous. Je ne suis pas fier de dire ça, mais si tu n'es pas incarcéré d'ici à notre mariage, ne te donne même pas la peine de venir. Je ne veux pas d'un homme à mes côtés le jour le plus heureux de ma vie, un homme capable de détruire sa famille de cette façon. Je trouverai quelqu'un d'autre pour me conduire jusqu'à l'hôtel. » Je ne dis rien, les larmes coulant sur mon visage. « Papa, tu m'écoutes? Tu réalises à quel point tu as tout gâché? » Je restai silencieux, mais elle entendit mes sanglots étouffés. « Adieu, papa. Désormais, tu es mort pour moi. N'essaie jamais de me contacter à nouveau, et je dis bien jamais. » Sans un mot de plus, elle raccrocha. Sur ces mots, je m'effondrai par terre, en pleurs. 2 jours plus tard, la police arriva à ma porte, m'arrêta et m'emmena pour interrogatoire. Les détectives qui m'avaient arrêté ne se donnèrent pas la peine de demander si j'étais coupable. Ils me bombardèrent de questions sur où j'avais caché l'argent, qui étaient mes complices,
depuis combien de temps je fraudais mon ancien lieu de travail. Finalement, ils me relâchèrent, me renvoyant chez moi mais m'ordonnant de ne pas quitter la ville car j'avais rendez-vous au tribunal la semaine suivante. Je rentrais chez moi, regardant autour de moi. Les photos de Cassandra, Ariana et moi au mur, les œuvres d'art que nous avions achetées, les trophées qu'Ariana avait ramenés au fil des ans pour ses exploits sportifs au lycée. Tant de souvenirs et de bons moments qui semblaient désormais creux et dénués de sens. La semaine passée s'était déroulée dans une brume. Au fond de moi, je savais que quelque chose m'échappait dans toute cette situation. Je savais que je ne faisais pas le lien avec les évidences, mais mis à part ma certitude de mon innocence, j'étais perdu. Ma femme m'avait quitté, ma fille m'avait renié. J'avais été licencié, mon assistante me blâmait. Même un ami proche m'avait traité comme un moins que rien et ne s'était pas soucié de prendre de mes nouvelles. Les rares appels que je décrochais étaient de désormais anciens amis exprimant leur déception envers moi. Le scénario se répétait, et ils me demandaient de ne plus jamais les contacter. J'étais un poison, et le simple fait d'être en ma présence était inacceptable. Je me dirigeais vers la chambre, vaincu, sans savoir quoi faire ensuite. En tant qu'ingénieur, j'étais un résolveur de problèmes, mais je ne savais même pas quel problème j'essayais de résoudre à ce stade. Après m'être douché, je descendis et préparai un sandwich avec du pain rassis et de la confiture, ce goût de carton n'ajoutant qu'à la misère de mon existence morne. J'aurais probablement pu supporter tout cela si Ariana ne m'avait pas rayé de sa vie. Je fixais la table devant moi. Il y avait une bouteille de somnifère que Cassandra avait utilisée et une bouteille scellée de whisky Single Malt Macallan de 25 ans. Pour la première fois de ma vie, une pensée sombre s'est insinuée dans mon esprit à propos de ce qui se passerait si je consommais les pilules avec l'alcool. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas une solution. J'avais juste besoin de temps. De bonne heure le lendemain matin, on m'a servi à nouveau. Cette fois, c'était une ordonnance restrictive m'empêchant de m'approcher à moins de 100 mètres de Cassandra, Ariana, Liam ou Nathaniel, et que je devais quitter la maison d'ici le lundi suivant. Malgré mon sentiment croissant d'impuissance, il m'a semblé étrange que l'ordonnance incluait Nathaniel. Pourquoi lui spécifiquement? Quelque chose a cliqué. Sans y réfléchir davantage, j'ai envoyé un message texte, saisi par la rage et ce qui semblait être une plaie ouverte dans mon âme. Espèce de salaud, tout est de ta faute. Je vais te corriger pour te prétendre être un ami. Je vais te retrouver et te détruire. Je n'ai reçu aucune réponse, mais une demi-heure plus tard, les mêmes deux salauds de détectives qui m'avaient arrêté sont réapparus et m'ont réprimandé pour avoir violé l'ordonnance restrictive en contactant Nathaniel. Ils n'avaient aucun intérêt à entendre mon explication. Ils ne voulaient pas entendre mon point de vue. Ils voulaient juste me mettre derrière les barreaux car, à leurs yeux, j'étais le méchant. Ils savaient que je devais quitter la maison d'ici dimanche, et ils m'ont informé que je serais traduit en justice lundi. Ils ont mentionné qu'une voiture avec un détective serait garée de l'autre côté de la rue et me suivrait pendant les 24 prochaines heures. Et on m'a fortement conseillé de ne pas quitter les lieux et de simplement emballer mes affaires. De retour à la maison après un au revoir au-delà de frustrant avec les deux flics, j'ai été tenté d'ouvrir la bouteille de whisky. 3 verres en 10 minutes et j'étais en train de noyer mes chagrins. J'ai sorti 3 feuilles de papier, décidant d'écrire des lettres à Cassandra, Ariana et Evelyn. À Cassandra, j'ai écrit ce qu'une traîtresse elle était et comment j'espérais qu'elle brûlerait longtemps et durement dans les flammes de l'enfer pour ce qu'elle m'avait fait. Je l'ai maudite avec chaque mot vicieux que je pouvais imaginer, puis craché sur le papier avant de le plier et de le glisser dans une enveloppe. À Ariana, j'ai exprimé ma tristesse et ma déception qu'elle n'ait même pas demandé si j'avais fait les choses dont on m'accusait. Je lui ai dit que je n'avais jamais rien fait de tout cela. Je n'avais jamais trompé sa mère et c'était elle qui m'avait trompé. Je lui ai dit que je n'avais jamais volé d'argent et le fait qu'elle puisse même envisager que j'ai pu faire ces choses montrait qu'elle devait grandir et voir qui lui racontait ces conneries. Puis j'ai adouci mon ton, lui disant d'aimer Liam de tout son cœur et de penser à moi avec tendresse une fois que la poussière retomberait. Et enfin, j'ai demandé qu'elle veille à ce que Nathaniel ne la conduise pas à l'hôtel à ma place, car il m'avait trahi. Cette fois, mes larmes ont taché le papier lorsque j'ai plié la lettre et l'ai placée dans l'enveloppe. À Evelyn, j'ai écrit en m'excusant.
D'abord, je lui ai dit qu'elle n'était en aucun cas responsable de la situation. Ensuite, j'ai évoqué quelque chose que je soupçonnais sur la trahison de Nathaniel envers nous deux, et que c'était lui que je croyais maintenant être au lit avec ma femme. J'ai ensuite expliqué que j'étais désolé si je l'avais jamais mise mal à l'aise avec mes regards admiratifs. Je ne voulais exprimer qu'une admiration timide en travaillant avec une si belle femme, mais j'avais le plus grand respect pour elle et je m'excusais si mes regards avaient pu ternir cela. J'ai conclu en disant que je me sentais sans issue et j'ai demandé si elle pourrait me pardonner une fois sa colère apaisée. J'ai scellé chaque lettre dans une enveloppe, écrivant leur nom sur le devant. Puis j'ai attrapé la bouteille de whisky et la boîte de somnifères et je me suis dirigé vers la chambre. Soupirant, j'ai posé chaque lettre sur la table de nuit et puis, presque comme une pensée après coup, j'ai attaché un post-it aux lettres demandant au détective d'examiner les finances de Nathaniel s'il voulait connaître la vérité. En fin de compte, j'ai écrit que peut-être la prochaine fois ils feraient leur travail et ne pousseraient pas un homme innocent à faire ce que j'étais sur le point de faire. Je me suis dirigé vers la salle de bain et me suis offert une longue et luxueuse douche chaude. J'ai pris quelques gorgées de whisky de plus et puis j'ai avalé toute la bouteille de somnifères avec un autre verre. Je me suis séché avec une serviette, fixant mon reflet dans le miroir, me demandant pourquoi je faisais cela. Je n'avais jamais été ainsi, mais j'avais un plan d'action, une issue à ce cauchemar. Si ce monde n'avait plus besoin de moi, je m'en retirerais. Sur la coiffeuse se trouvait mon rasoir droit. Je le préférais pour un rasage net. Je l'ai pris et pris une autre grande gorgée de whisky, jetant le reste de la bouteille sur le lit avec la boîte de pilules vide en retournant dans la chambre. Je ne suis pas sûr pourquoi, mais je me suis habillé élégamment. Pantalon, mocassins décontractés et une chemise impeccable. Puis je me suis effondré sur le sol juste devant la porte de la salle de bain. Le whisky et les pilules faisaient déjà effet. J'ai retourné le rasoir dans ma main, étudiant le tranchant de la lame. La lame brillait alors que je contemplais son dessin. Puis j'ai ressenti la douleur, mais j'ai su que cela n'aiderait personne à me supporter. Il ne voulait pas me voir, il ne voulait pas m'entendre, alors je m'assurerai qu'il n'ait plus jamais à me voir. On m'a ensuite dit que c'était le détective David Fairchild qui avait sauvé ma vie. C'était lui qui avait été chargé de surveiller ma maison ce soir-là depuis une voiture banalisée de l'autre côté de la rue. Lorsque Madame Henderson, l'une de nos voisines âgées qui était probablement l'une des rares à ne pas être au courant des événements en cours, est venue s'enquérir du vacarme car il y avait eu beaucoup d'agitation cette semaine, le détective Fairchild l'a rencontré à ma porte d'entrée. Lorsque tous deux n'ont reçu aucune réponse après avoir frappé, le détective a ouvert la porte, la trouvant déverrouillée. Il est entré et s'est frayé un chemin à travers la maison jusqu'à ce qu'il me découvre, en train de saigner sur le sol de la chambre. Quelques instants plus tard, une ambulance a été appelée et la maison est devenue une scène de crime active. Avec le recul, c'était le premier répit que j'avais connu de toute la semaine. J'étais à peine accroché à la vie quand on m'a transporté dehors. Par chance pour moi, je n'ai pas pu totalement réprimer mon réflexe nauséeux en perdant connaissance. On m'a retrouvé dans une flaque de vomi, de liqueur et de sang. Une enquête a été menée sous la supervision du détective Fairchild. Ils ont mis sous scellé la bouteille de whisky, le conteneur de pilules, les lettres, et en fouillant les lieux, ils ont découvert 3 caméras cachées enregistrées sur un disque dur dissimulé dans le placard à linge. J'ignorais totalement leur existence. J'étais plongé dans le coma pendant 3 jours, et quand je me suis enfin réveillé, j'ai été surpris de me retrouver encore en vie. « Où suis-je » ai-je demandé d'une voix rauque à la jolie infirmière. « Vous êtes dans un hôpital privé à Beverly Hills, dit-elle doucement. Puis elle a levé un doigt sur ses lèvres. « Chut, chut, chuchota-t-elle. Votre ami est resté éveillé toute la nuit et s'endort juste maintenant. »« Ami » ai-je demandé faiblement en haussant un sourcil. « Je n'ai pas d'amis. Ils m'ont tous abandonné. »« Eh bien, celui-ci ne l'a pas fait, » répondit-elle en tournant ma tête pour révéler une Evelyne très décoiffée affalée maladroitement dans l'un de ces grands fauteuils en simili-cuir si communs dans les hôpitaux. « Evelyne, dis-je doucement, soulagée de la voir. En entendant son nom, elle se réveilla de son sommeil agité. Néanmoins, dès qu'elle remarqua que j'avais ouvert les yeux, elle était à mon chevet,
sa main délicate glissant dans la mienne. Bar, mais qu'est-ce que tu crois faire? S'exclama-t-elle. Mais sa main tenait la mienne très doucement, et des larmes brillaient dans ses yeux, menaçant de couler, bien que son regard cerné disait qu'elle avait beaucoup pleuré ces derniers temps. Je me détournai d'elle. Je pensais que ce serait mieux, commençai-je, la honte m'envahissant par vagues. Elle renifla. Tu crois que mettre fin à ta vie était la seule solution, Sébastien Blackwood? Je te connais depuis plus d'une décennie. Je ne t'ai jamais connu abandonné si facilement. À quoi pensais-tu? Répéta-t-elle sa question. Pendant plusieurs longues minutes, nous ne dîmes rien, juste le bourdonnement ambiant des machines alors qu'elle attendait ma réponse. Evelyne, je suis tellement désolé pour tout le monde. Quand Cass, puis toi, puis Harry, je n'ai pas pu le supporter. Je n'ai rien fait, personne ne m'a même demandé. J'avais l'impression d'être acculé. Ma femme m'a dit de mourir. Ma fille m'a dit que j'étais mort pour elle. Mon ami m'a trahi, et j'ai blessé et déçu toi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai bu et dans un moment de faiblesse, j'ai fait ce qui semblait logique à ce moment-là. Je ne devrais pas être là, dis-je d'un air abattu. Elle hocha la tête, puis s'assit soigneusement sur le bord du lit. Moi aussi, je suis désolée, Bar, dit-elle doucement, ses propres larmes menaçant de couler. J'étais en colère et bouleversée. Je n'ai pas pris une seconde pour penser que tu étais innocent. J'avais tort. C'était un coup au cœur d'entendre qu'elle prenait ses responsabilités. Ce n'est pas grave, Evelyne, j'ai essayé de la rassurer alors qu'elle me serrait dans ses bras. Non, ce n'est pas Bar. Le fait que tu sois là et le fait que je sois l'une de celles qui t'ont poussé à cela. Elle s'interrompit, incapable de finir sa pensée alors qu'elle se mit à pleurer. Je ne sais pas si je pourrais me pardonner. Ce n'est pas grave, Evelyne, dis-je en fermant mes yeux fatigués. Pendant les quelques minutes suivantes, aucun de nous ne parla. Cependant, Evelyne ne lâcha pas ma main. Finalement, nous fûmes interrompus par le médecin avant de pouvoir réfléchir à ce que nous allions dire ensuite. Il sourit, examinant mon dossier alors que je rouvris les yeux. « Eh bien, monsieur Blackwood, c'est bon de vous voir réveillé. Comment vous sentez-vous » J'ai haussé les épaules. « En vie. Je ne m'y attendais pas. » Il fronça les sourcils, tout comme Evelyne. « Eh bien, voyons si nous pouvons maintenir cela, » dit-il, minimisant l'importance de ma remarque peu encourageante. Pendant les quelques minutes suivantes, il m'examina. Evelyne se tint en retrait et observa alors qu'il dénouait les bandages à mes poignets, vérifiant les points de suture. Evelyne poussa un cri d'effroi en voyant les blessures. Il vérifia ensuite ma tension artérielle et ajusta légèrement la perfusion dans mon bras. « Nous administrons principalement une solution saline, » expliqua le médecin. « À votre arrivée, vous aviez besoin de 2 transfusions sanguines en raison de la perte de sang importante. La solution saline aidera à reconstituer les fluides dont votre corps a besoin et à vous maintenir hydraté. Vous devrez vous reposer sur les aliments solides pendant quelques jours. Nous avons dû vous faire une lavage gastrique à l'admission pour évacuer les pilules restantes. Ce n'est pas une expérience très agréable. Par conséquent, vous pourriez ressentir une sensation de brûlure persistante que vous ne pourrez pas soulager, mais vous vous en remettrez. Et enfin, il continua, il y a le détective qui voulait vous rencontrer une fois que vous auriez repris connaissance. Il est passé quelques fois. Mademoiselle Sinclair a parlé avec lui, conclut-il en désignant Evelyne d'un signe de tête. J'ai détourné le regard vers le lit lorsqu'il eut fini et réitéra la directive de rester immobile. Il refit les bandages à mes poignets, laissant Evelyne et moi seuls à nouveau. « Donc je suppose que tu es ici à cause de ma lettre » demandai-je avec hésitation. Elle secoua la tête. « Je n'ai pas encore vu la lettre, bien que le détective Fairchild en ait parlé. Ma cousine Valérie travaille ici à l'administration et a trouvé votre nom sur la liste d'admission aux soins intensifs. Elle m'a appelé et m'a dit que vous aviez été admis après une tentative de suicide. » Evelyne prononça les 2 derniers mots presque en chuchotant. Je ne pouvais toujours pas soutenir son regard, ne ressentant que de la honte. Evelyne prit une grande inspiration mais continua. Je n'allais pas bien après mon départ, Bar. J'étais toujours tellement en colère,
mais je soupçonnais que tu n'avais rien à voir avec la fraude. J'ai été ton assistante pendant des années. Si quelqu'un savait que tu étais incapable de quelque chose comme une tentative de détournement, c'était moi. Mais j'aurais dû faire une pause, peu importe à quel point j'étais furieuse. Si je l'avais fait, j'aurais réalisé que tu avais été piégé. Quand ma cousine Val m'a appelé et m'a dit « Je ne sais pas, quelque chose s'est brisé en moi ». Je veux dire, elle m'a informé que tu étais ici. Je le savais juste que tu n'avais pas commis ces horribles actes. Evelyne pleurait ouvertement maintenant. Je suis tellement désolée, Barr, tellement désolée. Elle enfouit son visage dans ma blouse d'hôpital, son corps secoué de sanglots alors qu'elle murmurait des excuses encore et encore. Après quelques minutes, elle se leva et essuya timidement son visage. Cette fois, quand elle essaya de retirer sa main pour essuyer ses yeux, je la retins fermement et ne la lâchai pas. Puis elle prit un autre mouchoir de sa main libre et essuya doucement les larmes de mes propres yeux. Nous échangeâmes de petits sourires douloureux. Evelyne prit une profonde inspiration. Quand j'y ai réfléchi davantage, tu ne pouvais pas envisager de faire quelque chose comme ça. Tu as toujours aimé ton travail. Mais quand Nathaniel m'a montré ses réquisitions signées, j'étais tellement en colère contre toi. Elle sentit que je me crispais à l'évocation du nom de Nathaniel et essaya rapidement de changer de sujet. C'était lui, n'est-ce pas? Nathaniel t'a piégé, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. J'acquiesçai. Je pense. Je ne peux pas le prouver, mais tout concorde. Le fait qu'il n'ait pas révélé les dépassements de budget, le fait qu'il ait produit des documents signés que je n'ai jamais vus, tout ça semble. Je soupçonne aussi que c'est lui qui entretient une liaison avec Cass. Je marquai une pause, les yeux fermés. La main d'Evelyne resta fermement dans la mienne. Moi aussi, je suis désolé, Evelyne. Je n'aurais jamais imaginé que Nathaniel ou Cass pourraient te mêler à me faire du mal. Mais je ne peux rien faire. Toutes les preuves pointent vers moi. Je ne peux pas prouver mon innocence. C'est pourquoi j'ai agi comme j'ai agi. Je me tue, et rien de plus ne fut dit pendant un moment jusqu'à ce qu'une voix inconnue se joigne à la conversation. Eh bien, je ne peux pas prouver ton innocence non plus. Ils ont bien fait leur travail pour te piéger, falsifier ta signature et te faire passer pour un cerveau criminel. Mais les criminels qui détournent des centaines de milliers n'agissent pas comme toi. L'homme qui entra dans la pièce était grand, bien bâti et élancé. Il se tenait avec l'assurance que je sentais avoir autrefois possédé. Monsieur Blackwood, je suis le détective David Fairchild. C'est moi, avec votre voisine Madame Henderson, qui vous a trouvé. Son ton s'adoucit. Content de voir que vous allez mieux. Je haussai les épaules. Je suis désolé, détective, mais je suis sûr que vous pourrez m'arrêter dans quelques jours lorsque je serai libéré, répondis-je amèrement. Evelyne serra plus fort ma main. À ce sujet, dit le détective Fairchild. Evelyne et moi le regardâmes tous les deux. Il leva une main et la passa dans ses cheveux sombres. J'ai été chargé de votre affaire. J'enquête dessus, et certaines choses ne collent pas. Seriez-vous prêt à être interrogé à nouveau? Je pense qu'il y a plus que ce qui apparaît à l'œil. Je pense que oui. Après tout, je n'ai rien d'autre à perdre, n'est-ce pas? Répondis-je au policier. Et concernant la représentation légale? Intervint soudainement Evelyne. Ne devrait-il pas avoir un avocat? Le détective soupira. Oui, il pourrait engager un avocat. Nous n'avons pas à dire quoi que ce soit tant qu'un avocat n'est pas présent. Mais oui, il a probablement besoin de conseils. Evelyne hocha la tête avec résolution. Elle se tourna vers moi. Barr, je m'en occupe. Elle partit, lâchant ma main pour seulement la deuxième fois depuis mon réveil, composant déjà un numéro sur son téléphone en sortant. Alors qu'elle quittait la pièce, le détective et moi la regardions partir avec appréciation. Elle tient à toi, dit le détective Fairchild. Beaucoup plus que tu ne le réalises probablement. Je ris sans humour. Elle travaille pour moi depuis une décennie. Nous avons tous les deux passé une semaine infernale, donc elle est un peu protectrice en ce moment. Je pense que c'est plus que ça. Le détective me regarda avec perspicacité. Officieusement, j'ai examiné vos lettres et j'ai parlé avec elle. Elle sera un vrai cauchemar pour votre femme si elle se retrouve un jour dans la même pièce.
Elle tient profondément à toi, Monsieur Blackwood, et je parie que tu as besoin de tout le soutien possible en ce moment. Détective, dis-je en le regardant interrogativement. Il soutint mon regard fermement. Je ne pense pas que tu devrais me dire ça. Après tout, c'est moi que tu enquêtes. Il sourit. C'est vrai, Monsieur Blackwood, mais je pense qu'il y a plus dans votre affaire que ces deux idiots avec lesquels vous avez initialement affaire. En outre, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre vos commentaires en entrant ici. Vous maintenez que vous êtes innocent, n'est-ce pas? Bien sûr que je le suis, répondis-je avec emphase. Sauf pour le fait que je me suis saoulé et que je me suis fait ça tout seul. Je levai mes poignets bandés. Eh bien, dit-il alors qu'Evelyn réapparaissait dans la pièce. Ma troisième cousine Regan Whitley vous représentera, Barr. Elle l'a dit en passant. Le détective Fairchild sourit et tendit une carte de visite à Evelyn. Je connais mademoiselle Whitley, c'est une excellente avocate. Elle prendra bien soin de vous, monsieur Blackwood. Il regarda Evelyn. Faites en sorte que votre cousine me contacte dès qu'elle et monsieur Blackwood auront l'occasion de se concerter. Le plus tôt sera le mieux. Nous avons discuté pendant quelques minutes de plus avant qu'il ne prenne congé. C'était inhabituel, commentai-je après son départ. Oui, en général les forces de l'ordre ne se plient pas en quatre pour être solidaires ou prendre votre parti, acquiesça Evelyn. Nous sommes restés assis quelques minutes gênantes de plus avant que je ne change de sujet. Qui s'occupe de Lily si tu es ici? Elle est chez ma mère pour le moment. Evelyn plongea alors dans son sac à main et sortit un dessin. Lily t'a fait ça. Elle sourit en me le tendant. C'était une feuille de papier cartonné pliée sur laquelle Lily avait griffonné avec des crayons. On y voyait un dessin rudimentaire d'un hôpital et d'une ambulance. À l'intérieur, écrit de la main maladroite d'une enfant de 11 ans, étaient les mots « Rétablis-toi vite, oncle Barr ». J'ai dû essuyer quelques larmes. « Merci », dis-je d'une voix rauque. « As-tu des nouvelles d'Harry » demandai-je. Evelyn secoua tristement la tête. « Non, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. J'ai laissé des messages, mais rien, répondit-elle. Nous avons parlé en silence pendant environ 45 minutes avant l'arrivée de la troisième cousine d'Evelyn, Regan. Après les présentations, Evelyn s'est excusée et m'a laissé seule avec Regan. Comme Evelyn, Regan était une belle femme. Elle avait des cheveux châtain clair, pas blond platine comme sa cousine, mais on pouvait clairement voir la ressemblance familiale dans leurs traits délicats. « Elle t'aime. Elle t'a toujours aimé », dit Regan à un moment de notre conversation. J'ai ri dédaigneusement. Elle le sait et travaille pour moi depuis des années. Cette fois, c'est Regan qui a ri. Les hommes, vous êtes tous tellement aveugles, a-t-elle ri. J'ai ri sans humour. Je pense avoir une ex-femme qui prouve que je suis un peu perdu quand il s'agit des femmes, ai-je répondu, sans humour dans mon rire. Elle a souri tristement. Ne te sous-estime pas. J'ai eu le briefing initial et j'ai parlé au détective Fairchild en venant ici. Étrangement, il semble être de ton côté. J'ai aussi quelques théories sur ce qui se passe. Maintenant que nous nous sommes rencontrés, laisse-moi m'en charger. Ton seul crime est d'avoir aimé et fait confiance à quelqu'un que tu aurais probablement dû éviter. Regan m'a regardé avec pitié en examinant mes poignets bandés. Je suis désolé, Barr. J'ai beaucoup entendu parler de toi au fil des ans par Evelyn. Elle a énormément de respect pour toi, et d'après ce que je sais de cette dernière semaine, elle est plus bouleversée par la façon dont elle t'a traité que par la perte de son emploi. Elle a commencé à poser une question mais j'ai levé la main. Ne t'en fais pas, Regan, lui ai-je dit. Je ne pouvais pas comprendre comment tu as pu faire quelque chose comme ça. Tu as toujours aimé ton travail. Mais quand Nathaniel m'a montré ses réquisitions signées, j'étais tellement en colère contre toi. Elle a senti que je me crispais de nouveau à la mention du nom de Nathaniel et a rapidement essayé de changer de sujet. C'était lui, n'est-ce pas? Nathaniel t'a piégé, n'est-ce pas? J'ai acquiescé avec lassitude. Je pense que oui. Je ne peux pas le prouver, mais tout concorde. Le fait qu'il n'ait pas révélé les dépassements de budget, le fait qu'il ait produit des documents signés que je n'ai jamais vus, tout ça semble. Je soupçonne aussi qu'il est celui qui a une liaison avec Cass. Regan a opiné avec sympathie.
Je vais vous représenter tous les deux pour licenciement abusif de votre ancien employeur. Si j'ai raison, beaucoup de choses vont rapidement s'effondrer. Mais pour le moment, en plus de récupérer physiquement, j'ai besoin des documents de divorce de votre future ex-femme. Donc, puisque je vais défendre vos intérêts, que souhaitez-vous? À quel point voulez-vous que je sois agressive? Mon expression s'est assombrie. Je veux autant que possible, et je dis très calmement. Cass et Nathaniel m'ont laissé tomber et ont probablement détourné une somme importante de la société en me mettant en cause. Donnez-moi tous les droits pour les anéantir complètement. Regan a ri, puis a fait un clin d'œil. Ne faites pas de quartier et ne vous inquiétez pas du nombre de victimes, compris. J'aimais déjà ma nouvelle avocate. Regan est restée un peu plus longtemps avec moi. Elle a posé des questions supplémentaires sur les événements qui ont précédé mon automutilation, comme elle l'a délicatement formulé, puis a dit qu'elle allait partir, me rassurant que tout irait bien. Regan m'a informé qu'à moins de nouveaux développements, elle me contacterait dans quelques jours pour mener un entretien formel avec la police une fois que je serai sorti de l'hôpital. Les jours suivants se sont écoulés plutôt languissamment après la semaine tumultueuse précédente. J'étais confiné à un lit d'hôpital, avec des médecins et des infirmières vérifiant mes constantes vitales toutes les quelques heures. Je n'avais pas mon téléphone portable car il était toujours à la maison, donc je ne pouvais appeler personne, même si je ne pensais pas que quelqu'un voudrait avoir de mes nouvelles à ce moment-là. Mais quand Evelyn est passée le lendemain, elle m'a apporté un vieux roman de poche, Endymion de Dan Simmons. J'ai ri légèrement quand elle me l'a tendu. C'était un livre que j'avais lu il y a des années et que j'avais beaucoup apprécié. Alors qu'Evelyn me tendait le tome bien usé, je me demandais ce qu'elle faisait ici, alors qu'elle s'installait dans le fauteuil à côté de mon lit et sortait sa propre copie d'Orgueil et Préjugés. « Silliman, je suis là pour m'occuper de toi », répondit-elle en secouant la tête tout en souriant chaleureusement. Nous avons discuté et rattrapé ce qui s'était passé dans la journée. Avec l'approbation du médecin à l'heure du déjeuner, elle est allée chercher du rôti de bœuf avec de la sauce et de la purée pour moi, et un wrap au poulet César pour elle. Malgré la douleur lancinante dans mes poignets, je commençais à me sentir comme avant. Evelyn n'était pas là l'après-midi, mais elle est revenue en début de soirée, juste au moment où les infirmières retiraient ma perfusion et m'informaient que je serais libéré le matin si mes dernières analyses de sang étaient bonnes. J'ai regardé Evelyn. Je ne sais pas où aller. Je n'ai ni téléphone ni portefeuille pour prendre une chambre d'hôtel. Je sais que je ne peux pas rentrer chez moi. Evelyn a souri avec assurance. En parlant de chez toi, Regan a obtenu une ordonnance du tribunal pour accéder à certaines de tes affaires personnelles. J'ai réussi à récupérer ton téléphone, ton portefeuille, quelques vêtements, ton ordinateur portable, ton iPad et ton nécessaire de rasage. Evelyn, ai-je dit, stupéfait qu'elle ait fait tant d'efforts pour moi. Merci. Maintenant je peux au moins essayer de trouver un hôtel. Je l'ai regardé, mon seul véritable ami restant dans le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé, remarquant l'expression inquiète sur son visage. Elle a hésité. Tu avais raison à propos de Nathaniel et Cass. Elle a marqué une pause. Quand Regan, l'officier et moi sommes allés récupérer tes affaires, ils étaient tous les deux là. Il semblerait qu'ils cohabitaient, et ils n'attendaient pas de visite. Je suis désolé, Barr, dit-elle doucement. J'ai soupiré, essayant de ne pas laisser transparaître ma colère dans ma voix. Ce n'est pas grave, Evelyn. Enfin si, ce n'est pas bien. Mais merci pour ta franchise. Que s'est-il passé quand ils t'ont vu? Ai-je demandé. Elle a souri de nouveau à la question. D'abord, ils ont commencé à crier, me disant de partir jusqu'à ce que l'officier leur informe que le non-respect entraînerait leur arrestation pour violation d'une ordonnance du tribunal. Ensuite, l'officier m'a permis d'entrer dans ta chambre pour récupérer tes affaires. Evelyn pleurait. Barr, la tâche, dit-elle en montrant un endroit sur le tapis. Elle est toujours là. Si je n'avais pas été là avec toi depuis ton admission, j'aurais paniqué. Elle prit une grande inspiration. Ne refais jamais quelque chose comme ça, d'accord? J'ai levé mes mains bandées. Je te le promets, ai-je répondu solennellement.